Chers auditeurs dans le studio de la radio-télévision Ubgiyunge, vous êtes avec Tchoussa David et notre invité qui va nous parler de la justice au Rwanda est Dr Innocent Biruka. Voici plus de 30 ans qu'une guerre atroce a été imposée au Rwanda. Lancée le 1er octobre 1990 par le FPR Inkotanyi, cette guerre a dégénéré en un génocide qui a frappé tous les groupes et communautés du pays. Il nous interpelle de constater aujourd'hui que la soif de la vérité et de justice est de plus en plus grande pour l'ensemble du peuple rwandais. Aussi longtemps que le contentieux inhérent au génocide rwandais ne sera pas vidé, la menace de rechute du pays demeure une réalité effective. Alors, docteur Biruka, en tant que témoin de cette époque trouble des années 90, je vous remercie vivement d'avoir accepté de nous entretenir de la problématique de la vérité et de la justice au Rwanda. Avant de commencer notre entretien, pouvez-vous donner une brève présentation de votre personne à nos auditeurs qui nous suivent? Merci, à vous la parole. Merci David Tchoussa de m'avoir reçu aux antennes de la radio-télévision Ubgiyunge. Je suis Innocent Biruka. Je suis de formation juriste, ancien de la faculté de droit de l'Université nationale du Rwanda, que j'ai fini en 1990. Donc en 1994, j'étais cadre dans le secteur privé et plus précisément juriste de banque. Et j'étais jeune père de famille et membre du Parti social-démocrate. Et par la suite, j'ai continué des études de droit. Et puis, à partir de l'année 99, j'ai été engagé au tribunal pénal international pour le Rwanda en Tanzanie, et successivement comme enquêteur, puis assistant juridique en défense. Et puis, depuis toutes ces années, je m'intéresse beaucoup à la question rwandaise. Et aujourd'hui, je suis secrétaire général adjoint du Conseil national pour le renouveau et la démocratie, Force de libération nationale, CNLD-FLN, et je réside en France. Je vous remercie. Merci, docteur Biruka. Vous dites que les Rwandais ont soif de vérité et de justice. Et ici, beaucoup se demandent pourquoi, après sa victoire en 1994, le FPR Inkotanyi n'aurait pas mis la priorité sur la vérité et la justice. À vous la parole. Merci. Je persiste et je signe. Le peuple rwandais a soif de justice. D'ailleurs, la soif de vérité et de justice n'a cessé de croître depuis la soi-disant fin de la guerre, avec la victoire du Front patriotique rwandais en juillet 1994. Parce que, comme je le dis, le FPR n'avait pas dans son agenda la question de la vérité et de la justice. Pourquoi? Parce que, ayant provoqué le chaos pour prendre le pouvoir, Kagame et ses amis avaient besoin d'entretenir le chaos pour régner sur le Rwanda en sapeurs-pompiers. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et une partie de la communauté internationale les croit d'ailleurs. La vérité et la justice n'étaient donc pas, en tout cas, dans leurs préoccupations. D'ailleurs, quand je dis qu'ils avaient plutôt l'intention d'entretenir le chaos et que c'est ce qu'ils ont fait, comprenez là toute cette terreur déployée sur les collines du Rwanda après leur victoire en 1994. On se rappelle de ce qu'on a appelé l'opération Punguza Wajinga. Punguza Wajinga en Kiswahili, ça signifie réduire, c'est moins que rien. Voilà. Donc Punguza Wajinga sur les collines du Rwanda.
et des exécutions extrajudiciaires. Je rappelle que plusieurs auteurs et témoins et privilégiés de cette époque ont rappelé que le Front patriotique rwandais convoquait les paysans sur les collines en les conviant à des réunions Kwitaba Inama en Kinyarwanda, et par la suite ils se retrouvaient exécutés sommairement Kwitaba Imana. Donc, les Rwandais étaient appelés à Kwitaba Inama, c'est-à-dire être convoqués dans des réunions publiques, et puis ils étaient massacrés sommairement, Kwitaba Imana. Donc, ils mouraient plutôt que assister à ces soi-disant réunions. Rappelez-vous aussi ces ratissages sur les collines du Rwanda, dans les villes et dans les banlieues des villes, des ratissages qui étaient toujours suivis de disparitions ou d'emprisonnements à lieux clandestins. On se rappelle aussi de ces scènes de pillage et d'expropriation sauvage, surtout les maisons et les champs du Rwanda. Toute personne qui avait fui ou qui avait été tué ou qui était un Hutu indésirable s'est vu arracher sa maison ou un champ. En tout cas, il y a eu en tout cas une sorte de course à l'enrichissement de la part des soldats du Front patriotique rwandais et de tous ceux qui étaient en tout cas fanatiques de l'ère et de l'arrivée de l'avènement du FPR. Tout cela était dans le plan des vainqueurs de la guerre afin qu'ils puissent consolider leur pouvoir. Cela montre encore une fois que ils n'avaient absolument pas 5 minutes à perdre sur le chantier de la vérité et de la justice. Le FPR Inkotanyi ne se serait préoccupé d'ailleurs de la vérité et de la justice, puisqu'il avait joué un rôle de premier plan dans les événements sanglants, ayant lui-même pris l'initiative ô combien parricide d'envahir le Rwanda avant, par la suite, de poser une série d'actes hautement suicidaires pour la nation, lesquels actes ont provoqué une guerre civile atroce, laquelle guerre civile a culminé en un génocide. La vérité était donc tout simplement indésirable à leurs yeux. Donc, si je vous comprends bien, Paul Kagame et son groupe ont tout fait au Rwanda comme à l'étranger pour étouffer la vérité. C'est ça? À vous la parole. Merci David Tchoussa. Je rappelle ici que le FPR Inkotanyi s'est inscrit en faux contre le rapport de la section d'investigation criminelle qui avait été dépêché par le Conseil de sécurité de l'ONU pour enquêter sur les sites de massacres partout sur le territoire national. Donc après les faits, donc c'est-à-dire déjà à partir de juillet 1994, le Conseil de sécurité de l'ONU a constitué une équipe pluridisciplinaire composée de juristes, de membres éminents des parquets et des détectives privés et de personnalités de haut rang dans les armées, ce qu'on a appelé la section spéciale d'investigation, laquelle a été envoyée sur le Rwanda et elle a parcouru l'ensemble du territoire national. Les faits étaient encore fraîchement dans les mémoires. Il y a des témoins qui sortaient des trous et ils se sont entretenus avec eux. Pendant ce temps aussi, un certain Gelsoni avait été dépêché, notamment pour le compte du HCR,
pour faire des enquêtes, pour voir ce qui se passait directement après la prise du pouvoir par le FPR. Et le rapport Gelsoni, justement, avait conclu à au moins 30 000 tués au cours du seul mois suivant la prise du pouvoir par le Front patriotique rwandais. Le gouvernement du FPR Inkotanyi redoutait donc les conclusions dans la section d'investigation criminelle qui, on le sait, lesquelles conclusions, donc on le sait, ont fourni tous les arguments pour la création du tribunal pénal international pour le Rwanda, je rappelle, qui a été donc mis sur pied avec la résolution 955 du 8 novembre 1994. Le groupe des chercheurs, donc le groupe des enquêteurs dépêchés par le Conseil de sécurité avait dit, dans leur conclusion, qu'il est très clair que des crimes abominables ont été commis par les deux camps au conflit, c'est-à-dire le groupe constitué par le Front patriotique rwandais Inkotanyi et les assaillants qui venaient de prendre le pouvoir, de prendre le pays, et puis également la partie gouvernementale, le président Habyarimana et son armée, donc qui venaient de perdre le pouvoir. Déjà, le président avait été assassiné au début du mois d'avril, à savoir le 6 avril 1994. Mais la partie donc qui avait perdu la guerre avait également commis des atrocités. Évidemment, le gouvernement FPR qui avait milité pour la création de ce tribunal pénal international pour le Rwanda préféra changer son fusil d'épaule en combattant la structure et la vision que la communauté internationale donnait à ce tribunal. Je rappelle en effet que dans le statut constitutif du TPIR, il est dit d'abord que c'est un tribunal international pour le Rwanda. Tribunal international pour le Rwanda. Le mot pénal, tribunal pénal, le mot pénal est venu de je ne sais où, parce que j'ai lu au moins une centaine de fois le statut constitutif du tribunal pénal international pour le Rwanda. Le mot pénal ne fait pas partie. Donc c'était d'abord un tribunal qui devait faire la lumière sur ce qui venait de se passer au printemps rwandais, et également d'identifier les auteurs des massacres dans les deux camps, c'est-à-dire le camp des vaincus et le camp des vainqueurs. Voilà. Et puis également proposer des solutions pour une réconciliation des Rwandais. Et là, en passant, je signale que le Conseil de sécurité de l'ONU avait donné une mission herculienne au tribunal pénal international pour le Rwanda, enquêter sur les faits, identifier les auteurs et proposer une répression de ces auteurs et engager un programme de réconciliation nationale. Ça me paraît en tout cas des travaux d'Hercule. Bon, par la suite, le FPR Inkotanyi a déployé ses agents et ses soutiens internes et internationaux qui ont investi le monde médiatique pour véhiculer une version faussée du cours de la guerre et du génocide en présentant le FPR et son armée comme de valeureux héros qui ont mis un terme au génocide des Tutsis. Enfin, la traque et la répression brutale contre tout ressortissant rwandais de l'intérieur comme de l'extérieur, considérés à tort ou à raison comme détenant des informations sur le cours de la guerre. Voilà donc un ensemble d'éléments qui permet en tout cas de comprendre plus ou moins comment le FPR s'est comporté après la guerre contre la vérité qui venait en tout cas de s'abattre sur le Rwanda, une guerre
au départ présentée comme une guerre de libération nationale, une guerre d'élimination d'une dictature, laquelle guerre a directement mué en une guerre civile absolument sale, atroce, laquelle guerre civile a rapidement dégénéré en un génocide qui a frappé toutes les composantes de la famille rwandaise. Alors, Dr Biruka, alors que le monde entier a appris que Kagame et son groupe ont arrêté le génocide, vous affirmez qu'ils auraient contribué à la perpétration de ce génocide? À vous la parole, monsieur Dr Biruka. Alors, en tout cas, dire que Kagame et son groupe sont des héros qui ont mis un terme au génocide, c'est un gros mensonge, c'est un mensonge que aucun Rwandais, même de 3 ans, ne peut accepter. La vérité est connue, les Rwandais savent. Également, dans la communauté internationale, beaucoup savent que Kagame et son groupe sont absolument au départ et à l'arrivée du drame rwandais. D'abord, l'initiative de l'invasion du Rwanda, l'initiative de l'invasion du Rwanda, et surtout les stratégies que Kagame et ses amis ont mises en œuvre pour dépeupler la partie nord du pays. On sait que depuis la fin 92, les camps de déplacés, notamment le camp de Nyakyonga et surtout les rapports du CICR établissent que déjà au mois de mars 93, le camp de Nyakyonga à quelques kilomètres, à 15 ou 20 kilomètres de la ville de Kigali, évidemment, eh bien, ce camp de déplacés de Nyakyonga abritait plus d'1 million de déplacés. Des millions de déplacés. Et c'était qui? C'était des ressortissants des préfectures du Nord, l'extrême nord-est de la préfecture de Gisenyi et la préfecture de Ruhengeri et tout le nord-ouest de la préfecture de Byumba. Eh bien, ces populations avaient dû fuir l'avancée du FPR parce que le FPR a rasé sur son passage, en tout cas en s'en prenant à l'élite dans cette région, une région qui était le grenier du pays, la région la plus riche du pays en termes de produits vivriers, etc. Donc le FPR s'en est pris à tous les intellectuels, tous les hommes d'affaires, même au clergé, etc., toutes les marques de souveraineté. Et ça a provoqué un exode des populations du Nord, donc qui étaient agglutinées dans le camp nord-ouest de la capitale, Kigali. Et ce sont ces gens qui avaient perdu une partie de leur famille parce que ceux qui sont arrivés dans le camp de Nyakyonga, ce sont les chanceux qui ont pu y arriver. Beaucoup d'autres avaient été massacrés tout simplement. Et on a des témoignages hallucinants de voir comment les soldats du FPR éventraient des femmes et des jeunes filles, comment ils ligotaient et pendaient et devant des paysans ahuris, d'autres paysans, des voisins. Voilà. Donc, à part l'initiative de l'invasion du Rwanda et les stratégies mises en place, je dirais aussi le choix de la politique du pire au lendemain de la signature de l'accord de paix d'Arusha. La politique du pire, c'est un concept que j'emprunte à l'expert sociopolitologue André Gishawa, qu'il a exposé devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, alors qu'il était du côté du procureur, mais il a démontré que le FPR Inkotanyi a préféré mettre en route une politique du pire, c'est-à-dire rendre le Rwanda un pays invivable, ingouvernable, un pays mort, pour pouvoir s'en accaparer facilement le lendemain. Et c'est ce qu'on a observé, surtout après
que justement le FPR a pris l'initiative d'assassiner le président Habyarimana en abattant son avion le 6 avril 1994, alors qu'il était en compagnie du président en exercice, le président du Burundi, Cyprien Ntaryamira. Cet acte terroriste que le FPR continue à nier, mais il continue à le nier, mais il y a tout un ensemble d'éléments, un faisceau d'indices qui appelle à comprendre que finalement c'est Kagame et ses amis et ses soutiens dans la scène internationale qui ont posé cet acte hautement suicidaire pour la nation, parce que tous les chercheurs, y compris ceux qui étaient du côté du bureau du procureur en Tanzanie, et comme tous ceux qui étaient également du côté de la défense, tous s'accordent pour dire que l'assassinat du président Habyarimana le 6 avril 1994 est l'acte qui a provoqué le lancement du génocide. Parce que dans les deux camps, c'est-à-dire dans le camp du FPR Inkotanyi comme dans le camp du président Habyarimana, il y avait des radicaux, il y avait des extrémistes et des gens très très en colère qui n'attendaient qu'un prétexte pour en découdre une fois pour toutes. Alors donc, l'assassinat du président Habyarimana a fourni un prétexte aux radicaux maintenant de faire, en tout cas, d'opposer les jalons de l'apocalypse qu'on a observé donc depuis le mois d'avril 1994. Merci, docteur Moussa Biruka. Avez-vous un mot pour clôturer cet épisode introductif? Merci. À vous la parole. Merci, David Ichoussa. Merci. Pour conclure, je dirais simplement que le FPR est au départ et à l'arrivée du drame rwandais. Il ne pourra pas cacher éternellement la vérité, dans la mesure où des Rwandais ont commencé depuis longtemps déjà à délier leur langue. Les Rwandais ont commencé à parler. Les compagnons de Kagame eux-mêmes, c'est eux qui l'accusent. D'ailleurs, il est surprenant de constater qu'aucun dans le camp du président Habyarimana n'accuse Paul Kagame d'être à la base de l'assassinat du président Habyarimana. Ce sont ses propres compagnons, y compris la garde rapprochée, la garde militaire comme la garde politique. C'est eux qui accusent le président Kagame d'avoir été à l'origine de cet acte hautement dévastateur pour la nation. En deuxième lieu, je dirais tout simplement qu'il est temps que les complices du FPR Inkotanyi se souviennent une fois pour toutes de l'intérêt du peuple rwandais. Et quand je parle des complices du FPR, évidemment, il y a beaucoup de complices à l'intérieur qui sont dans le système. Mais là, j'en appelle surtout à la responsabilité et également à l'éthique de tous ceux qui sont dans les hautes instances, que ce soit au niveau des grandes puissances, que ce soit au niveau de l'ONU ou des organisations sous-régionales. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont fourni les armes à Kagame, qui ont donné des soutiens à Kagame et à ses amis, qui ont mis de l'eau, qui ont apporté de l'eau au moulin du FPR, et c'est eux donc qui voulaient absolument que le FPR gagne la guerre pour des intérêts que peut-être on comprendra tout au long de cette émission. Mais je voudrais dire à cela, si le président Bill Clinton pouvait m'écouter, ou Tony Blair, ou tous ces autres-là, également les dirigeants des firmes multinationales qui ont apporté tout leur soutien à l'invasion du Rwanda, et également qui ont veillé à ce que Kagame et ses amis ne soient jamais à court d'armes et de munitions, alors que le pays
étaient sous embargo des armes et des munitions. Tout cela, il devrait, je pense, se souvenir une fois pour toutes de l'intérêt du peuple rwandais qui a tant souffert de ce régime assassin et de ce régime extrêmement dangereux pour le Rwanda et pour la sous-région. Enfin, il est temps que les patriotes rwandais, que j'appelle Abakunda Rwanda, que donc les patriotes rwandais se mobilisent à l'intérieur du Rwanda comme à l'extérieur pour soutenir le mouvement désormais irréversible, le mouvement de reconquête de la démocratie, des droits et libertés. Je vous remercie. Permettez-moi de vous remercier, Monsieur Dr Biruka Innocent, d'avoir accepté notre invitation dans le studio de la radio-télévision Ubwiyunge. J'espère que nos auditeurs ont été satisfaits de votre réponse. Si jamais quelqu'un a encore une question, il peut nous écrire dans les commentaires. Merci, à la prochaine.